Monsieur Collet, merci. Donc, une courte présentation. Vous êtes titulaire d'un MBA à l'ESSEC et vous avez occupé tout au long de votre carrière des postes de manager dans de prestigieuses compagnies de technologie de l'information. Vous avez été d'abord consultant chez McDonnell Douglas. Vous avez passé 5 ans chez Progilov, dans la vente de solutions au centre. Et puis ensuite, un long moment chez Oracle, 18 ans. Ça vous a amené aux États-Unis, ensuite dans différentes fonctions et dans le business operation pour l'Europe de l'Ouest et le Moyen-Orient. J'en viens, disons, à votre activité de start-upper, puisque vous avez dirigé une start-up générative pendant quelques temps. Vous avez dirigé la division des solutions pour les banques chez Sopra, ensuite. Et puis vous avez rejoint le groupe Dassault en 2007, vice-président du Global Marketing jusqu'en 2011. Et puis actuellement, pour cette position que nous avons sollicitée, vous êtes vice-président pour le Global Academia and Education de la société au niveau mondial. Donc on peut citer aussi que vous êtes professeur associé au CNAM et à ESSEC. Pardon, excusez-moi. Il y a une ESSEC auparavant, mais là, et par conséquent, vous participez à de nombreuses conférences internationales. Et d'ailleurs, ce sont ces conférences internationales ou nationales qui vous ont permis d'avoir plusieurs liaisons avec Grenoble, puisque pratiquement au mois de septembre, vous avez eu 3 raisons de venir à Grenoble, dont la nôtre qui était un petit peu la première, mais ensuite avec le rectorat, et puis avec le laboratoire de l'école de génie industrielle ensuite. Donc vous allez nous parler de la contribution de Dassault Systèmes à un enseignement pour l'industrie du futur. Au panorama, je vous laisse. Merci Gérard. Bien, je sais que je suis l'avant-dernier obstacle avant le déjeuner, donc je vais essayer d'accélérer et d'aller à l'essentiel. Alors, d'abord, un petit peu de pédagogie. C'est bien, il y a pas mal d'enseignants dans la salle. Donc commençons par poser une définition. Qu'est-ce que l'industrie du futur? L'industrie du futur, c'est la 4e étape d'une révolution industrielle. La révolution industrielle, elle a commencé il y a à peu près 200 ans, et la première étape, c'était la mécanisation des systèmes de production. Une cinquantaine d'années plus tard, on est passé d'une étape de mécanisation qui était maîtrisée à une étape de production de masse. Et puis, ensuite, l'étape suivante qui est arrivée il y a, on va dire, une trentaine d'années, à peu près 30-40 ans, ça a été l'automatisation des systèmes de production, des systèmes industriels. Et quand on parle d'industrie du futur, on parle de numérisation dans l'industrie. Je crois que ça a été souligné assez largement à divers stades depuis ce matin, mais c'est de ça dont je vais vous parler à partir de maintenant, et des impacts de la numérisation sur les métiers de l'industrie d'une part, et sur la façon dont nous pensons que le système d'apprentissage tout au long de sa vie, c'est pour ça que j'ai en charge aussi bien la partie académique que la partie formation professionnelle et formation continue, qu'on appelle dans notre jargon lifelong learning, en quoi l'industrie du futur va nous amener à réviser complètement notre approche éducative tout au long de la vie. Alors, l'industrie du futur, on en parle beaucoup, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui a démarré il y a plus d'une dizaine d'années au Japon. C'est le Japon qui a lancé le premier programme de réflexion sur le sujet. Et aujourd'hui, il y a une multitude de programmes. Je n'en ai cité que quelques-uns. Il y en a une centaine environ dans le monde. Il faut savoir que chaque grand pays et chaque pays qui a l'ambition de devenir un peu plus grand a aujourd'hui son programme national de transformation de l'industrie. Et ce qu'on peut mettre en perspective, c'est une citation de 2 profs du MIT qui disent qu'en fait, il n'y a jamais eu une époque pire que l'époque actuelle pour apprendre. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train d'apprendre va être remplacé par des robots et va être remplacé par l'intelligence artificielle dans les années qui viennent. Pour l'essentiel, dans le milieu industriel, du fait
de la formidable révolution apportée par le monde numérique. Ceci étant dit, je vous rassure, il y a encore des tas de choses à faire, et il y a encore des tas de choses à apprendre. Alors, ensuite, il se trouve que je suis tombé hier, juste avant-hier, en fait, juste avant de partir pour Grenoble, sur des statistiques récentes de l'APEC, dont j'ai trouvé qu'elles étaient extrêmement pertinentes dans le contexte de cette conférence. L'APEC a fait une enquête approfondie sur l'évolution des postes qui sont demandés chez les ingénieurs et chez les cadres, sur l'année 2016. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des offres d'emploi en croissance de 36% dans le monde du PM, qui est quand même le cœur du métier de l'industrie, de 48% dans la performance énergétique, de 72% dans le big data, de 75% dans l'additive manufacturing, de 113% dans l'Internet des objets, et de 138% dans le BIM. Le BIM n'étant rien d'autre que l'étape initiale de la transformation du monde de l'ingénierie civile et de la construction en industrie du futur, parce que eux aussi sont en train de se transformer en industrie du futur. Et tout ça, ça s'accompagne de, quand on regarde les caractéristiques des annonces d'emploi, de grands changements. Ce qui est attendu des profils et des candidats, c'est qu'ils comprennent et qu'ils maîtrisent les technologies numériques, c'est indispensable, c'est un prérequis, qu'ils aient des compétences dans la transformation et qu'ils sachent également transformer les compétences, et ça rentre bien en résonance avec l'exposé précédent de Madame Lou. Et ça fait écho quant au fait qu'il y a des tas de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, et ça n'est que le début de l'émergence de ces nouveaux métiers. Et enfin, et on en a parlé à un certain nombre d'occasions depuis ce matin, le fait qu'il faut de plus en plus de ce qu'on appelle soft skills, donc de compétences molles, de compétences sociales, de compétences humaines, et vous en avez également largement parlé, et j'abonde complètement, là, en prenant ma casquette formation interne, formation client. Ce sur quoi on insiste de plus en plus, ce sont ces compétences humaines, ce savoir-être. Parce que vivre dans la société moderne, face aux outils numériques, c'est savoir travailler ensemble. C'est savoir faire émerger le talent en travaillant en équipe, en faisant que chacun résonne avec les autres. Et ça, je pense qu'on peut dire que, pour l'essentiel, le monde académique et le monde professionnel préparent encore mal. Donc on a un grand chantier de transformation. Là aussi, j'ai compilé dans des slides qui ne sont pas très visibles, mais je crois que vous les aurez, les grandes conclusions de l'APEC. Et leurs grandes conclusions, elles sont en 4 catégories. Première chose, il y a irruption des technologies numériques qui nécessitent de maîtriser des outils numériques qui sont nouveaux, qui sont de plus en plus complexes, et qui transforment les métiers de l'informatique vers la spécialisation. Deuxième élément clé, c'est la transformation des métiers, donc qui requiert des compétences nouvelles, des qualifications nouvelles, pour lesquelles il y a un gros travail de refonte à faire. Il y a émergence de nouveaux métiers. On a besoin de BIM managers, on a besoin de consultants PLM, de plus en plus. On a besoin de chefs de projet Internet des objets, d'experts en fabrication additive, de data managers, de data protection officer et de data architect. On ne forme déjà pas assez d'ingénieurs en France, il va falloir mettre le paquet pour former des gens qui savent faire ça aussi. C'est vital, quand vous mettez ça en perspective avec un autre paramètre, qui n'est pas dans l'étude APEC, mais qui est un fait inévitable. 50% de la population des ingénieurs et des techniciens va partir à la retraite dans les pays occidentaux, dont la France, dans les 5 ans à 10 ans maximum qui viennent. 50%. Tournez-vous vers vous-même dans la salle, je pense que nous sommes une illustration de ce que je dis. D'accord ? Et donc, notre système de formation au sens large va devoir complètement accélérer, se réformer, pour être capable de produire en quantité suffisante les techniciens et les ingénieurs dont nous avons besoin face aux transformations industrielles du futur,
face à l'émergence numérique, face aux transformations, face au phénomène des retraites. Alors, chez Dassault Systèmes, on travaille sur ces sujets depuis longtemps. Alors, si vous pouvez... attendez, peut-être que si je fais ça, non. Il y a des vidéos, normalement, qui doivent se lancer. Si vous essayez de cliquer sur un lien, bon, autrement, peut-être que ça ne marche pas sur cet appareil. Bon, peu importe. Quand on regarde comment on procède dans le monde académique, cette fois-ci, donc on a une activité extrêmement importante au niveau mondial chez Dassault Systèmes pour travailler avec les écoles et les universités. On insistait sur le travailler avec tout à l'heure, d'impliquer les utilisateurs ou les usagers. Bon, c'est ce qu'on fait depuis le départ. Tous les programmes académiques et de formation que nous les développons avec les écoles, avec les grandes écoles, avec les universités, avec les enseignants, avec des chercheurs, et j'ai dans mes équipes des chercheurs spécialisés sur la pédagogie et l'amélioration pédagogique. Et donc, on a développé des contenus, des curricula et ce qu'on appelle des expériences complètes autour de certains des phénomènes qui sont attachés à l'industrie du futur. Parce que c'est ce que nous demandent nos clients et c'est ce que nous demandent les enseignants. Donc nous avons des chaînes complètes autour de l'additive manufacturing. On parlait tout à l'heure de jumeaux numériques, je ne me rappelle plus qui en parlait, mais pour nous, le jumeau numérique, c'est la représentation complète virtuelle, multisystème, multidisciplinaire d'un système complexe, donc de telle manière à ce que vous pouvez opérer complètement à 100% de façon réaliste dans un monde virtuel, valider, simuler, faire toutes les erreurs que vous voulez sans risque, et réappliquer directement depuis le modèle numérique sur le modèle physique pour programmer et mettre en opération le modèle physique. Ça, on le fait à très grande échelle sur des systèmes extrêmement complexes et on le fait dans le milieu universitaire également. On a tout ce qui est collaboration sociale. Il faut des projets pour que les jeunes et les enseignants travaillent ensemble. C'est clé. Qu'est-ce qu'on attend d'un ingénieur ou d'un technicien? C'est savoir travailler ensemble, travailler en équipe, maîtriser l'anglais, être pluridisciplinaire. Est-ce qu'on fait un bon boulot pour former nos ingénieurs là-dessus? Je pense qu'il y a, là aussi, si je peux me permettre, du travail d'amélioration. Smart Building, on parlait tout à l'heure de BIM Manager. Le monde de la construction est en train de se transformer. Les bâtiments deviennent des bâtiments intelligents, des bâtiments avec de l'électronique, avec des problématiques de gestion de fluide extrêmement complexes. Les bâtiments vont échanger des informations avec leur environnement et leurs usagers. Toute l'approche de l'ingénierie civile est à revoir. Donc on a des contenus qui ont été développés là-dessus. La gestion des process industriels, on a travaillé avec les Allemands, qui sont quand même très pointus sur ces sujets-là, pour apprendre les processus industriels et simuler ces processus industriels dans le milieu universitaire, en ayant une représentation réaliste, là aussi multiphysique, complète, d'une chaîne de production. Les composites dans l'industrie du futur, c'est essentiel. On avait tout à l'heure une présentation du monde de l'automobile, dans l'aéronautique, mais dans tout, le composite devient la norme pour gagner en impact écologique. Donc il faut avoir des formations là-dessus. Et puis tout ce qui est cobotique, donc interface homme-robot, et comment le robot vient étendre l'homme dans la production. Là aussi, on a développé avec des écoles un certain nombre de contenus. Donc, point essentiel, beaucoup de choses, beaucoup de richesses qu'on met à disposition des écoles, des universités, gratuitement, pour que l'enseignement puisse très vite embrayer vers les besoins liés à l'industrie du futur. Alors, là aussi, décidément, toutes les animations ont disparu. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'ici 2030, 85% des métiers qu'on aura besoin de sourcer n'existent pas au jour d'aujourd'hui. Et on ne sait pas ce qu'ils sont. On commence au mieux à en avoir une vague idée, mais pour l'essentiel, on ne sait pas ce qu'ils sont.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être agile complètement, repenser la formation à tous les niveaux. Il faut accélérer le partenariat entreprise-école. Ça devient absolument critique, clé. Il faut encourager des initiatives comme l'AUEG, une sorte de réflexion, d'animation. On parlait tout à l'heure de physique des solides. Moi, je préférerais dire physique des particules, parce que nous sommes tous des particules dans un environnement où nous avons la possibilité de nous associer librement pour travailler ensemble. Mais ça veut dire que ça change complètement la façon d'enseigner aussi, et l'approche pour enseigner. Alors, en quoi ça la change? Ben, ça la change au sens que enseigner dans un mode projet doit devenir la norme. Parce que c'est la seule façon d'apprendre plus vite, d'apprendre en faisant, d'apprendre en ayant une approche collaborative pluridisciplinaire. En entreprise, on ne peut réussir que si l'on sait travailler avec, en maîtrisant les outils, en parlant anglais, et de même à la SNCF, qui est en train de s'internationaliser fortement, et pour ne pas parler de SNT ou de Schneider, c'est une des langues de base, et chez Dassault Systèmes, c'est la langue de base. J'ai dû traduire mes slides pour vous parler en français. Et tout ça, ça permet de développer des compétences et des connaissances qui sont clés. Ça permet de commencer par une idée, et puis on va apprendre à partir de cette idée. Ça permet de finir par la fabrication, et de comprendre la liaison entre toute la chaîne qu'on appelle d'idéation et la fabrication. Ça donne du réalisme industriel à l'apprentissage, et c'est social. Et le gros problème, c'est que tout l'enseignement, partout dans le monde, c'est pas qu'en France, c'est un enseignement en silo, par discipline, et où le prof, il pense à ses cours, ses cours, ses cours, ok, fondamentalement. Et puis, les contenus de recherche qu'il va pouvoir publier. Et là, on a une révolution à faire. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc là aussi, on a quelque chose à dire, dont je vais vous parler dans un instant. Et on ne peut pas ignorer que cet apprentissage par projet, il est en train de devenir la norme. C'est la norme qui s'impose aux États-Unis, qui est imposée aux États-Unis. C'est la norme qui est désormais imposée en France pour conserver son accréditation école d'ingénieur. Et c'est la norme en Inde pour bénéficier du financement Banque mondiale dans le cadre d'un projet qui s'appelle TECIC 3, qui est un projet d'accélération de la transformation de l'enseignement sur les bases de ce que je viens de vous présenter et dont Dassault Systèmes est le porteur. Alors, pour aider à faire ça, là aussi les animations ont disparu, bon, okay. Pour aider à faire ça, on a inventé une méthodologie qu'on met à disposition des enseignants, qui s'appelle ILAPS. Alors cette méthodologie, elle part d'une observation qui est que dans le monde industriel, comment est-ce qu'on travaille schématiquement? On a une idée, donc on a une inspiration, on a une idée parce qu'on veut innover, et on est dans un processus d'innovation, et puis on va aller vers la création, donc la réalisation de ce qu'il faut faire. Dans le monde académique, on va considérer tout ça, et conserver tout ça, et on va le compléter par de l'apprentissage, learning, et l'évaluation, parce qu'on a besoin d'évaluer en continu les apprenants. Et donc, si vous prenez chacune des premières lettres des mots, ça donne un acronyme, ILICE, qu'on a intégré nativement dans notre technologie qu'on appelle la 3D expérience. Bon, c'est intéressant. Il y a visiblement un problème de compatibilité. Ma présentation ne s'arrête pas de cette manière. Ok. Alors, que permet cette méthodologie? Elle permet à un enseignant d'entrer grâce à la 3D Expérience, qui est une plateforme collaborative pluridisciplinaire unique au monde, qui est la plateforme que tous les grands industriels du monde sont en train d'adopter à une vitesse accélérée, mais pas que les grands industriels,
le monde du tertiaire, le monde de la banque, le monde de la médecine, de la biologie, etc., est en train d'adopter. Et cette plateforme, elle place l'expérience utilisateur au centre, c'est le triangle que vous voyez, et elle permet de réaliser de manière native et fluide toutes les opérations classiques de design, donc d'idéation, de recherche d'information. Elle est sociale, elle est connectée au monde, elle permet d'aller s'abonner au flux d'informations externes ou internes qui sont nécessaires, elle est sécurisée, elle intègre tous les processus de dashboarding, elle mêle monde virtuel et monde réel, elle intègre la simulation, elle intègre les processus de fabrication. Donc elle intègre toute l'histoire des 35 dernières années de Dassault Systèmes dans une plateforme unique, pluridisciplinaire. C'est la plateforme que vient de choisir Boeing, c'est la plateforme que vient de choisir la DCNS, Bureau Veritas, Bouygues, pour prendre des acteurs français dans des métiers très très différents, Renault, PSA, etc. etc. Donc c'est cette plateforme qui va devenir la norme dans toute la chaîne et la supply chain de plein de métiers. Alors, grâce à cette plateforme et à la méthode ILIS, ce que peuvent faire les enseignants, eh bien, c'est rentrer en n'importe quel point du processus d'apprentissage. On peut dire, je peux suivre une séquence logique, inspiration, apprentissage, innovation, création, évaluation, mais peu importe, si je veux rentrer autrement, j'encourage, par exemple, mes étudiants à commencer à aller s'inspirer. Et puis je leur dis en même temps, il faudrait que vous appreniez, mais pour apprendre, je ne vais rien vous donner, moi. Je vais juste vous donner des liens vers un certain nombre de sites externes que je vous encourage à aller regarder. Et puis, lors du prochain cours, maintenant c'est vous qui allez venir et c'est vous qui allez nous expliquer en classe comment vous voyez le problème. Et puis comment est-ce que vous voudriez l'aborder. Et moi, mon rôle en tant qu'enseignant, ça va être de vous donner les concepts et de vous aider à appliquer ces concepts dans le cadre du projet jusqu'à la réalisation. Et vous allez devoir vous comparer, etc., trouver comment vous allez faire. Et c'est sur la base de ce projet que je vais évaluer votre performance. Donc c'est un changement de paradigme profond. Donc pour faire ça, on a également mis au point un système qui s'appelle la Peer Learning Experience. Alors, la Peer Learning Experience, elle vise à régler un problème qui est « je suis prof, c'est bien votre truc, ok, je comprends, ça me plaît, mais moi, il faut que je refasse tous mes cours. » Donc là, ça me plaît beaucoup moins. Écoutez, on a permis aux profs du monde entier de travailler ensemble de telle manière à ce qu'ils développent tous les contenus d'enseignement nécessaires autour de la 3D expérience dans un environnement pluridisciplinaire, collaboratif. Et donc, ces contenus, ils sont accessibles depuis mon smartphone, ma tablette, mon ordinateur, que je sois chez moi, à l'école, ailleurs, en déplacement, etc. etc. Et ils sont associés à des processus de certification. Ces contenus, ils couvrent tous les domaines de l'ingénierie qui sont classiquement enseignés dans l'enseignement supérieur, et ils sont réalisés par des enseignants qui viennent du monde entier et mis à disposition dans l'environnement de la 3D expérience qui ressemble à ça, qui est un environnement web, social, natif, avec des dashboards, etc. Parce que là aussi, comme vous le soulignez tout à l'heure, on insiste beaucoup sur le fait que pour utiliser, il faut que ce soit intuitif. Il ne faut pas qu'on commence par passer des jours et des jours en formation. Il faut que ce soit simple. Et que ça ressemble à ce qu'on utilise, nous, tous les jours, dans des applications utilisateurs. Alors, il y a aujourd'hui, les stats ne sont pas complètement à jour, mais il y a à peu près 140 professeurs et enseignants du monde entier qui travaillent à développer ces contenus. Il y a 1400 heures de cours qui sont disponibles, qui vont être complétées par 400 heures d'ici la fin du mois de décembre, des parcours sur tout ce que vous voyez ici, et des certifications qui sont associées en plus à chacun de ces parcours, parce qu'on fait ça aussi pour l'employabilité. Notre objectif, ce n'est pas de remplacer la diplomation académique, c'est de compléter la diplomation académique
par des parcours d'apprentissage académiques validés par les ministères en question, qui garantissent l'employabilité. Et donc, ces certifications, elles sont garantes d'une employabilité avec une maîtrise des technologies d'Assosystème demandées par le marché. Tout ça, ça vient s'articuler à l'intérieur d'un programme de certification. Le programme de certification, il vise, en fait, à permettre à l'ensemble des établissements académiques ou au centre métiers et qualifications éventuels de devenir des centres de certification d'Assosystème sur les technologies les plus demandées. Donc, vous connaissez certainement les noms, SolidWorks, CATIA, 3D Experience, Simulia, etc. Tous ces produits-là disposent de programmes de certification. Les enseignants peuvent proposer à leurs étudiants de passer les certifications. Nous mettons à disposition tous les cours qui vont bien pour aider les enseignants à repenser l'approche pédagogique en question, de telle manière à bien préparer les étudiants à ces examens. Et ces examens, ils sont difficiles, puisque le taux de succès, il est entre 65 et 67%, de manière constante, mois après mois, depuis l'origine. C'est la garantie pour un employeur que lorsque le diplômé va sortir avec son diplôme d'ingénieur ou son BTS et la certification d'Assosystème, il sait travailler tout de suite dans le monde professionnel. Voilà, j'ai essayé de faire aussi rapidement que possible. C'est vrai que c'était... On est, disons, un bon quart d'heure de retard. Une question. Madame. Excusez-moi, il y a tous ces professeurs, j'ai que quelque part il y a une mise en place des moyens assez extraordinaires. C'est un magnifique outil. Quel est le business model? Le business model, c'est la gratuité. On est dans un monde qui est collaboratif et où, en fait, la proposition de valeur est la suivante. Pour un enseignant, participer à ce projet, c'est participer à une révolution. Ce que nous faisons n'a jamais été fait au monde. Jamais. Je vous mets au défi de trouver une entreprise qui a organisé ce que nous avons organisé. Ça n'existe pas. Donc, les enseignants trouvent là le moyen déjà de se faire connaître leur travail, leurs compétences, de faire connaître leur école, de se connecter à un réseau international, mondial, de lier des amitiés, de démarrer des projets immédiatement collaboratifs en utilisant la technologie 3D Experience, etc., etc. Les contenus, ils sont libres de droit, et dont l'accord que nous avons mis en place, c'est un accord dans lequel Dassosystème n'a pas du tout la propriété intellectuelle du résultat, mais a l'exclusivité d'usage en accompagnement de la 3D Experience. Et donc tout ça est mis gratuitement à disposition des enseignants. Merci beaucoup. Je pense qu'au cours du repas, vous pourrez aussi échanger sur ces sujets-là.